Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Première visio que j'ai l'occasion de faire, une visio que je voulais faire depuis longtemps, avec François Renaud qui nous accompagne. Bonjour François. Bonjour. Bienvenue dans cette vidéo. Donc, ça fait un petit moment déjà qu'on était en contact par rapport au MH370. Oh oui, Voilà, on s'était rencontrés, on avait pu plusieurs visiter. années. Ah, ouais, ouais, le temps passe. Le temps passe, on veut Mm. faire plein de choses et puis on est toujours occupé sur des échanges professionnels et tout ça. Et bon, on arrive enfin à faire cette vidéo et je suis vraiment très ravi de pouvoir la faire avec toi. Voilà. Donc François, toi, tu as travaillé également sur les MH310. Tu as également publié un livre, voilà, que j'ai ici, que j'ai Oui, lu déjà il y a un moment, un beau pavé, hein, oui. très, très intéressant, un aspect technique également sur l'avion qui est très instructif. On va en parler justement de tout ça. Moi, j'ai bien aimé cette partie sur l'étude avion que tu as fait. Voilà, on verra qu'il y a Oui. pas mal de points sur lesquels on converge et d'autres points sur lesquels on diverge. En tout cas, voilà, là, on a quand même une étude qui est très intéressante. Donc voilà, je voulais qu'on puisse faire une vidéo ensemble pour que tu puisses parler de tes travaux, comment tu en es arrivé à, Mhm. à travailler là-dessus et aborder justement les thèmes de ton livre avec deux passages. C'est surtout les deux thèmes. La partie détournement de l'avion, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a en commun, qu'on partage. Et Oui. ensuite, la partie Inmarsat, qui est là, une partie qu'on partage moins, mais voilà, je voudrais vraiment que tu donnes Mhm. tes infos là-dessus, ce que tu penses, Mhm. et qu'on puisse avoir comme ça Oui. une vision différente de ce que moi aussi j'apporte sur ma chaîne YouTube. Ouais, je te laisse te présenter, que tu me dises un petit peu comment tu es arrivé à travailler sur le Oui, MH310. oh, bah, en présentation, pas grand-chose à dire, si vous voulez. Bon, si tu veux, voilà, je suis chef d'entreprise dans la vie, hein, depuis maintenant plus de 35 ans. Et par ailleurs, j'ai suivi une formation aéronautique quand j'étais jeune et que j'étais, après avoir terminé mes études aux États-Unis. Et voilà, et j'ai toujours été un passionné d'aéronautique et c'est la raison qui m'a amené à m'intéresser au MH, puisqu'effectivement, voilà, bon, comme tous les autres spécialistes aéronautiques, on sait bien que les avions ne disparaissent pas comme ça de la nature sans laisser aucune trace derrière eux. Et bien sûr, le mystère a un peu fait travailler l'intellect de tous les gens qui étaient captivés par le domaine de l'aéronautique et surtout de l'aviation civile. Et c'est comme ça que j'ai été amené à ça fait quand même maintenant longtemps quand même que je me suis passionné pour ça. Et ce qui a abouti à mon livre qui est sorti l'année dernière, c'était le résultat de 4 à 5 années de recherche, y compris avec des voyages sur place en Malaisie et à Singapour pour essayer de mieux comprendre ce qui avait pu se passer. D'accord. Donc, ouais, en effet, c'est vrai que c'est du boulot, hein, comme tu dis, 4 à 5 années d'études. C'est vrai que ça prend du temps, surtout quand on étudie tous les aspects techniques avion. Il y a du boulot, Voilà. pour arriver à attraper la Et puis documentation. surtout quand on fait ça les soirs ou les week-ends, parce qu'effectivement, on a le travail le reste de la journée. On est d'accord. C'est vrai que c'est un boulot qui prend énormément de temps et je pense Oui, que c'est quelque chose, c'est important de le dire pour les gens qui peuvent nous regarder, c'est que les gens n'imaginent pas le travail que ça peut représenter de lire oui, les rapports, de oui. comprendre les rapports, parce que c'est pas pour Mm. tout le monde. Mm. Également d'aller creuser la documentation et les manuels de vol de l'avion, parce que ça, il y a beaucoup de gens qui ont Voilà. travaillé dessus, sur cette affaire, mais qui ne se sont jamais posé la question de est-ce que ça fonctionne dans l'avion. Et ça, c'est Et de intéressant. refaire les calculs aussi, je dirais, Gilles, parce que notamment bon, sur une des parties, effectivement, dont on parlera un petit peu plus tard et sur lequel peut-être on est un peu moins d'accord, notamment, bon, j'ai essayé de comprendre un peu tous les calculs qui sous-tendaient les données satellitaires et ça a pris quand même beaucoup de temps. C'est long. Je te rassure, pour moi aussi, ça a Mm. pris du temps parce que c'est quand même des docs qui sont très techniques, en anglais. Il faut comprendre la Oui. logique, il faut comprendre les hypothèses qui ont été faites. Et c'est vrai que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et il y a un travail de vulgarisation que tu fais également très bien dans ton livre. Et ça, c'est pas Mm. évident à faire. On se creuse pas mal les ménages Non, pour mais expliquer aux voilà. gens Pour essayer lambda. d'expliquer en mots simples ce que l'on a compris nous, mais qui n'est pas facile à expliquer quelquefois. C'est ça. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parties où tu le fais vraiment très bien. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Pour continuer un petit peu notre étude, moi j'ai relevé deux parties. Donc, comme j'ai dit, on a donc une première Mm. partie, c'est le moment de la disparition de l'avion.
Donc, ce fameux demi-tour auquel beaucoup de gens ne croient pas, hein, c'est le cas de Florence de Changy, c'est le cas de Guylain Watrelot qui ne croit pas à ce demi-tour. Donc, on va parler un petit peu de ça, de pourquoi toi, tu penses que ce demi-tour il est aussi avéré. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cet avion, quelles sont tes pistes et quels sont surtout les éléments qui te font penser qu'il a pu se passer telle chose. Voilà. Donc, au niveau du demi-tour, le moment de la Ok, disparition, ça me va. pour toi, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment de la disparition, lorsque l'avion disparaît des radars malaisiens, au moment où il doit être transféré au centre de contrôle vietnamien? Pour toi, quelles sont les pistes à retenir de ce moment de cette disparition? Oh ben, disons que c'était un moment, bon, et c'est quelque chose qui m'a frappé dans toute cette opération, c'est qu'elle a été quand même pour moi très minutieusement réfléchie, pensée et organisée. Et c'est pour ça, quand on en viendra à la deuxième partie, c'est une des choses qui m'a dissuadé de retenir uniquement la seule hypothèse du suicide, parce que cette opération a été quand même très minutieusement préparée. Déjà sur le parcours, le moment où s'est effectué le demi-tour n'est absolument pas fortuit. C'est un moment qui a été choisi, c'est effectivement juste à la frontière entre deux FIR qui est intervenu le demi-tour, où il savait bien que les contrôleurs aériens de la FIR sortante n'allaient plus se préoccuper puisque l'avion était considéré comme étant sorti de leur zone. Ceux de la FIR entrante, disons, bon, allaient dire, bon, ben ouais, on prendra contact, mais on n'est pas sûr que l'avion soit encore dans notre zone. Donc, globalement, ça a été bien sérieusement réfléchi et mûri. Bon, deuxièmement, on a aussi des éléments concrets qui montrent effectivement qu'à ce moment-là, l'avion a fait demi-tour, des éléments techniques qui permettent de le prouver. Bon, après, à bord, je pense effectivement que toute intrusion étrangère à bord n'était pas possible. Elle n'était pas possible notamment avec aussi peu de temps. C'est-à-dire qu'on est à peu près 40 minutes après le décollage, une grosse partie de l'avion, des passagers dans l'avion, bon, certains devaient déjà être endormis, mais pas tous, parce qu'il faut rappeler que c'était quand même un vol de nuit, mais pas tous. Il a dû quand même y avoir un service à bord, donc on a du mal à imaginer effectivement que, sans qu'on l'ait su, des personnes étrangères aient pu s'introduire dans la cabine, ou si des personnes étrangères sont introduites dans la cabine, elles se sont introduites, je dirais, en plein accord avec le commandant de bord. Mais il est très difficile d'imaginer que il y ait pu avoir une intrusion étrangère sans l'autorisation du commandant de bord, parce que ça se serait passé très différemment. Et puis vous avez on a bien sûr l'absence de messages de détresse qui est envoyé, l'absence effectivement, on sait tous très bien que par des systèmes de code avec le transpondeur, on peut signaler en toute discrétion une intrusion étrangère dans le cockpit. Voilà, donc tous ces éléments font que l'avion a fait demi-tour et que cette absence de signal, l'endroit où tout ça est intervenu, fait que ça ne pouvait être organisé que de l'intérieur. Bah, c'est vrai, c'est là-dessus on se rejoint parfaitement. Tu l'as très bien dit, le moment de la disparition, pour moi, il n'est pas anodin, surtout en tant que contrôleur Ah oui, c'est aérien. sûr. On a affaire c'est le meilleur moment pour mettre le doute dans la tête Bien des sûr. contrôleurs aériens, c'est ce que je dis depuis le début. Et également, comme tu dis, le fait qu'il y ait une intrusion dans le cockpit, on a quand même un message radio, le dernier message du commandant de bord qui dit Good night, Malaysian 370, qui ne collationne pas d'ailleurs la fréquence. Alors, ce n'est pas une preuve pour autant. Tout Il ne à fait. collationne pas la fréquence qu'on lui donne, alors que normalement il devrait le faire. Et on a tout Il aurait le dû le faire. transpondeur qui est coupé une minute après. Donc, c'est quand même assez étonnant. Voilà. Cet ensemble de coïncidences, comme tu dis Le à ce moment-là. transpondeur, et puis après le système ACARS aussi qui est coupé immédiatement après, puisqu'il y avait des transmissions automatiques toutes les demi-heures et qu'il fallait donc sans trop tarder désactiver le système ACARS. Et que ça, c'était un acte qui était facile à organiser à l'intérieur du cockpit, puisqu'effectivement on peut le faire depuis, contrairement à ce qui s'est dit, on peut le faire de l'intérieur du cockpit sans avoir à quitter son siège. J'explique un peu la procédure en
abrégé, j'irai dans le livre. Mais là aussi, bon, voilà, c'est pas du niveau, c'est du niveau de quelqu'un qui a une formation de pilote, de désactiver un système à CARS dans un avion. C'est pas, j'irai, du niveau effectivement de quelqu'un qui aurait improvisé et qui serait contenté de rentrer dans le cockpit avec un flingue et une voix menaçante. Voilà, j'irai, c'est des opérations qui demandent quand même une certaine expérience et une bonne connaissance de l'avion et des systèmes de l'avion. Bien sûr, entièrement d'accord, hein. C'est pour ça que moi je pointe aussi du doigt un acte volontaire depuis l'intérieur du cockpit. C'est d'ailleurs ce que disaient les autorités, hein. Ils parlaient très rapidement d'un acte délibéré à bord de l'avion. Donc Oui. voilà. Oh ben, je crois que vraiment tous les gens qui se sont intéressés, bon, à l'exclusion peut-être de personnes que tu évoquais, mais autrement, on est tous d'accord là-dessus. Et puis même les autorités malaisiennes, j'irais avec le recul, l'ont toutes plus ou moins admise. Ouais. Cette phase-là, j'irais du vol, pour moi, elle est claire pour tout le monde maintenant. Et voilà. Bon, après, après, bien sûr, que les avis divergent. Ouais. Donc après, justement, ce qui est intéressant, et ça, c'est vraiment une piste que j'avais trouvée très intéressante dans ton livre, parce que pour expliquer la coupure du SATCOM, moi, à Oui. l'époque, je m'étais penché sur une volonté de couper volontairement l'alimentation du SATCOM pour empêcher les messages à carte, notamment de transiter. Et je ne m'étais pas posé une question, et ça, c'est quelque chose que tu abordes dans ton livre, et j'avais trouvé la piste intéressante. C'est de se poser la question, est-ce que le SATCOM n'était pas, enfin, la perte du SATCOM n'était pas la conséquence de vouloir couper autre chose? Oui, tout à fait. Voilà. Je te Alors, laisse expliquer. ça a toujours été ma thèse, moi. Ça a toujours été ma thèse, et je n'ai pas jamais cru non plus à un blackout électrique total, parce que notamment un blackout électrique total aurait eu un effet sur l'alimentation des moteurs au niveau des pompes en carburant. C'est-à-dire que après épuisement du système de secours, l'avion, donc les moteurs de l'avion n'auraient pu être alimentés que par gravité, et voler, j'irais, avec un avion avec une alimentation par gravité, même si c'est possible, surtout si on veut en plus mêler là-dedans des changements d'altitude, ce que certaines personnes ont fait, et là que je suis moins, parce que pour moi, il n'y a pas eu énormément de changements d'altitude, et il n'y en a même pas eu, j'irais, sur le début du vol, mais tout ça me semble très scabreux. Ce qui, je pense aussi, c'est que la coupure SATCOM a été une coupure involontaire en voulant faire autre chose, et cette autre chose, c'est ce que j'explique dans mon livre. Pour moi, si tu veux, il était impossible, si le pilote savait de toute façon que le vol allait durer 5 ou 6 heures, ce qui, de toute façon, a duré au minimum, hein, puisqu'on sait que l'avion a continué à voler, j'irai, un certain temps après. Il était impensable de le faire avec tous les passagers à bord, parce qu'avec le temps et surtout avec différentes preuves que l'avion ne suivait plus sa trajectoire normale, il y aurait eu une inquiétude qui se serait produite à bord, et il y aurait eu bien sûr des réactions et peut-être des tentatives d'intervention. Donc, il fallait effectivement neutraliser les passagers. Et ce que j'ai toujours pensé, bon, alors après, on essaie aussi de se mettre un peu dans la tête du pilote et de dire, bon, c'est moi qui suis en train de piloter et tout. Bon, bah ouais, piloter avec 200 et quelques personnes derrière en train de tambouriner sur la porte, c'est quand même pas cool. Donc, voilà, de dire effectivement quel était le moyen. Et alors, bien sûr, le seul moyen de neutraliser tout le monde était la dépressurisation. Et ma thèse, effectivement, était de dire que pour que les passagers ne se doutent pas de ce qui allait passer, on avait cherché à désactiver la tombée automatique des masques, puisqu'effectivement, quand on joue sur la pression à l'intérieur d'un avion, bah, à un moment ou à un autre, les masques à oxygène tombent automatiquement, et que le pilote a voulu éviter que les masques ne puissent tomber automatiquement, et c'est à ce moment-là qu'il a qu'il a effectué un certain nombre d'opérations au niveau des circuits électriques qui ont amené à la déconnexion SATCOM. Parce que justement, ce qui est intéressant dans ta thèse, c'est de se poser la question, est-ce que ces masques, pourquoi justement empêcher qu'ils tombent? C'est justement pour empêcher que les gens se rendent compte qu'il se passe quelque chose. Et qu'en dépressurisant Et l'avion, ben forcément, tout le monde va tomber dans les pommes et mourir asphyxié très vite. voilà.
sans s'en rendre compte. Alors, on ne sait pas, on Et n'a puis pas de vis-à-vis de preuves. l'équipage aussi, parce que si personne ne s'en rendait compte et tout, bon, au niveau de l'équipage, il n'est pas évident parce qu'on dit, bon, l'équipage a des moyens supplémentaires par rapport aux passagers pour se protéger des effets d'une dépressurisation Il et faut qu'ils s'en notamment rendent pour compte. garder une certaine mobilité en cas de dépressurisation. Bon, mais il n'est pas du tout évident, je dirais, que des gens qui n'ont jamais connu reconnaissent immédiatement les effets d'une dépressurisation et les effets, effectivement, en plus, ils sont hyper rapides. Donc, s'ils ne les reconnaissent pas et qu'ils ne les reconnaissent pas très rapidement, déjà, ils n'ont plus les bons réflexes dans leur tête. Et je pense que ça, un pilote aguerri devait en être conscient. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours cru à cette thèse de dire, voilà, il fallait essayer de prendre les gens par surprise, y compris, je dirais, l'équipage, pour pouvoir ensuite neutraliser tout le monde et continuer, je dirais, ce projet funeste, quel qu'il soit, quelle qu'en soit la motivation dont on parlera par la suite. Justement, pour les familles, c'est peut-être, ça peut paraître horrible comme scénario. Cela dit, ça serait peut-être le moins pire parce que c'est une façon de Je mourir suis où complètement d'accord avec on s'en toi. rend pas compte. Voilà, tout le Voilà. monde s'est endormi sur son siège et plutôt que de se sentir tomber comme une pierre et aller, j'irais, s'écraser sur une montagne ou sur l'océan, c'était certainement effectivement une mort plus douce. Parce Oui. que là, c'est une perte de conscience, encore une fois, qui est extrêmement rapide à ces altitudes-là. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment une piste que j'avais trouvée intéressante parce que la piste de la dépressurisation, je l'avais un peu abordée également dans mon livre, mais on n'a pas de preuves. On est d'accord, c'est vrai que pour l'instant, ça reste qu'une piste. Il nous faudrait retrouver les boîtes noires et là, on saurait avec l'enregistreur de paramètres qu'est-ce qui a été touché, à quel moment, et on pourrait vraiment savoir si cette dépressurisation a été effective. Donc, c'est une piste que je trouve intéressante parce que ta piste, elle permet de se dire est-ce que le SATCOM, justement, n'a pas été coupé dans une volonté de couper autre chose. Et ça, je trouvais vraiment ce raisonnement intéressant. Voilà. Donc, également, au niveau des... j'étais sur les radars, donc on est d'accord également entre nous, c'est que les données radars sont valides. Voilà, elles sont imprécises, il y a des Oui, tout à fait. incohérences. Il n'y a pas eu, voilà, il y a eu des maladresses, mais il n'y a jamais eu de cachotterie. Et je crois que ça s'est su tout de suite, tout le monde l'a su tout de suite. Ça a été même, j'irais, très maladroitement au départ évoqué, avant même d'ailleurs que tout ça soit validé, j'irais, par les plus hautes autorités malaisiennes. Et pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Les données radars sont bonnes. Alors après, il y a de la maladresse. Après, il y a des zones d'imprécision, certainement aussi parce qu'à certains moments, on devait être en limite de portée de radars. Et donc, il y a des. Mais autrement, ouais, les données radars sont bonnes, c'est évident pour moi. Ouais, c'est ce que j'essaie un petit peu de prouver, hein. Moi, je travaille à des radars tous les jours. Ça fait presque 20 ans. Des incohérences sur le radar, j'en ai vu, j'en ai constaté dans ma carrière. Oui. Donc, les radars ne sont pas infaillibles. Ça, c'est une première chose. Et également, comme tu l'as dit, ça a été dit très vite. Ça aussi, c'est quelque chose dont j'essaie de me battre sur Internet pour faire entendre cette voix et dire que oui, ça a été dit. Contrairement à ce qu'on entend dire par certaines personnes, que ça a été caché pendant 5 jours, c'est totalement faux. Ça a été annoncé moins de 24 heures après. Donc, Bien sûr. ça a été su très, très vite. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et alors après, ce qu'il faut se dire au niveau des radars, c'est ça, c'est-à-dire c'est que dans le package des informations radars qui sont données, selon la technologie du radar, il y a certaines informations qui sont plus ou moins véritables. Et les gens ont été beaucoup induits en erreur à cause des informations liées à l'altitude. Mais il faut savoir que ce sont les informations les moins fiables. Même sur des radars 3D, puisque l'information concernant l'altitude, c'est une information qui est calculée, mais qui n'est pas constatée directement et saisie directement. Et il y a eu effectivement des données erratiques liées peut-être à la portée, liées à la technologie sur l'altitude, et les gens en sont partis en disant mais c'est n'importe quoi, ça n'a jamais existé. C'est idiot, je dirais. C'est pas parce que des données sont imprécises que le fondement même, c'est-à-dire le fait que l'avion ait été détecté par radar et que c'est la manœuvre le chemin qu'il a effectué pendant un certain temps après son demi-tour sont faux. Tout à fait, c'est ce que je pense aussi, hein. Ouais. Donc là, après, on arrive sur les données Inmarsat. Donc, comme je disais, c'est là où nos avis divergent par rapport à ça. Et donc, je voudrais déjà que tu expliques déjà ta théorie par rapport aux données Inmarsat, qu'est-ce que ça permet de dire et qu'est-ce que toi, tu en penses qui a pu se passer.
Les données de Marsat, voilà. Et alors c'est très rigolo parce que j'ai pensé ça depuis le premier jour. Enfin, j'exagère, mais depuis très très tôt dans mes recherches. Je pense bien sûr que les pings ont existé et que les horaires de ping sont rigoureusement exacts. Hein, et que là-dessus, sur quoi je me base, dans toutes mes recherches, je crois énormément aux informations qu'on a su tout de suite parce qu'elles avaient le caractère de la spontanéité. Et là-dessus, effectivement, c'est quand les gens ont commencé à regarder dans les logs de leur station de Perse, bon, ils ont vu qu'il y avait eu une communication qui s'était poursuivie, je dirais, entre l'avion et la station satellite de Perse. Et ça, l'horaire, le nombre et l'horaire des pings, pour moi, sont exacts. Après, ce que je pense effectivement, c'est que ce que l'on a retiré, c'est-à-dire c'est les BTO et les BFO, là, sont des valeurs qui ont été retravaillées. Et je l'explique dans mon livre, ce qui a pu se passer, c'est que de toute façon, on connaît très très bien l'état de dépendance économique qu'avait à cette époque-là, et qu'a toujours d'ailleurs en grosse partie, mais qu'avait à cette époque-là Inmarsat avec le département de la défense américaine. Et je pense effectivement qu'Inmarsat, après sa découverte, s'en est ouvert à deux agences fédérales, et que c'est à ce moment-là, effectivement, que l'opération qui était à la base de sorte détournement a été découverte, enfin que les Américains ont pris conscience effectivement du risque que tout soit révélé et que les données ont été retravaillées. Alors après, on en reparlera, c'est que j'ai beaucoup travaillé techniquement sur ces données, et mon sentiment rejoint d'ailleurs le sentiment d'autres personnes qui ont beaucoup travaillé, c'est que contrairement à ce qu'on pense, il est très aisé de reconstituer un BTO. Et c'est très facile à faire. Ça demande effectivement, je dirais, le niveau d'un bon ingénieur, hein, mais je ne suis pas le seul bon ingénieur sur la Terre. Et par contre, un BFO, c'est quasiment impossible de reconstituer, je dirais, un BFO si on n'a pas des informations concernant le vol qui sont extrêmement précises. Donc voilà, donc ce que je pense effectivement, c'est que en partant des horaires des pings, on pouvait très facilement reconstituer des BTO qui correspondent à n'importe quelle route. Il suffisait effectivement, on prenait une carte du monde, on partait du dernier détection radar de 18h22, et à partir de là, on savait combien de temps l'avion avait volé. Si on misait, si on faisait une hypothèse sur une altitude, sur les réserves de carburant qui restaient, on pouvait savoir à peu près quelle était la longueur de la route qu'il avait suivie. Mais après la route, on pouvait très bien la destiner vers le sud de l'Australie, on pouvait très bien la destiner vers la partie centrale de l'océan Indien, ou même quelque part ailleurs. Certainement pas au-dessus des terres, parce que si l'avion avait continué à voler au-dessus des terres, il y aurait eu certainement des détections de radar terrestres qui auraient permis et qui seraient venus mettre un petit peu, je dirais, qui seraient venus contredire toutes ces thèses-là, et qui auraient permis de mieux situer l'avion. Mais globalement, donc, ces données BTO, elles étaient très faciles. Et ces données BTO, moi, on me donne les 6 chiffres, on me dit effectivement, reconstitue une route qui va vers le centre de l'océan Indien, je te redonnerai des données BTO, allez, dans les 48 heures, peut-être un peu plus parce que je n'ai pas que ça à faire, mais je peux te reconstituer. Bon, après, il y a les données BFO, et là, les données BFO, elles ont été établies, j'irais, en faisant des analyses comparatives avec d'autres vols, et en prenant effectivement, voilà, des situations qui étaient comparables, qui ont permis et on voit d'ailleurs que une chose aussi qui a étonné personne, c'est que quand on constate ce qu'a transmis Inmarsat, on voit que sur tous ce qu'on appelle les handshakes, tous sont annoncés comme étant précis. Bon, il n'y a que le handshake de départ et le handshake d'arrivée qui, comme par hasard, on vous explique, alors pas après avec des raisons un petit peu à la con, mais on vous explique qu'ils sont faux. Alors le premier, effectivement, on vous dit que c'est surtout le BFO qui est faux. C'était pour se laisser, à mon avis, un petit peu de marge d'interprétation possible sur la provenance de l'avion. Quant au dernier, oui, on n'allait pas vous donner aussi des valeurs de BTO et de BFO qui étaient extrêmement précises, parce que de toute façon, à ce moment-là, ça aurait permis de circonscrire énormément la zone dans laquelle
lequel l'avion avait terminé sa course. Et effectivement, cette zone était beaucoup plus facile à fouiller. On aurait bien vu qu'on avait lancé tout le monde, j'irais, sur une contre-vérité, sur un mensonge. D'accord, parce qu'au niveau justement de ces données Inmarsat, c'est justement un point de conflit que j'avais avec Guylain Watrelot. La dernière fois que je l'avais rencontré, il m'avait à nouveau posé cette question. Est-ce que vous croyez toujours à ces données Inmarsat? Et ma position, ben, elle est la même depuis le début, c'est de dire je n'ai pas les compétences pour pouvoir dire si ces données Inmarsat ont été trafiquées ou pas. Je ne l'ai pas. Donc, ma limite, elle s'arrête là. Alors, Donc, on n'a aucune preuve, Gilles, hein, on est bien d'accord ensemble, mais on est d'accord. on n'a aucune preuve. Mais l'attitude même aussi des cadres d'Inmarsat et des cadres, des ingénieurs d'Inmarsat, on n'a jamais senti une attitude aussi qui reflétait la transparence et la volonté de transparence. Par exemple, cette attitude qui a été de ne jamais vouloir transmettre, y compris à des groupes d'experts indépendants, ce qu'on appelle les métadonnées, hein, les données de base, c'est-à-dire en fait les logs qui ont été reçus à la station de Perse pour qu'effectivement il y ait une évaluation indépendante qui puisse en être faite. En fait, ce qu'on a donné à tous les experts de tout crin, on leur a donné les 7 paires de chiffres, hein, donc les 7 BTO, les 7 BFO. Donc à partir du moment où on ne donne que le résultat final, hein, on peut le donner ça à n'importe quel expert, il ne peut que plus ou moins confirmer ces données. Il va peut-être effectivement, selon 2-3 petites hypothèses qui va changer, arriver à les faire varier, mais voilà, ce qu'il aurait vraiment fallu pour que, et c'est là où je dis, si Inmarsat avait vraiment voulu que la vérité éclate et vraiment prouvé leur bonne foi, pourquoi n'aurait-il pas donné à des groupes d'experts indépendants leurs données brutes qui leur auraient permis de faire une réévaluation complète des 7 paires de chiffres qui ont été fournis? Et là, il y a eu une obstruction totale. Donc voilà, là-dessus, on sentait déjà que personne n'était clair et personne n'avait vraiment envie que la vérité ressorte. Alors, ouais, l'explication que j'en Après, ai il y a par d'autres rapport à raisons. ça, ouais, l'explication que j'en ai par rapport au fait que Inmarsat ne veulent pas donner Aerodata, c'est que on considère que dès l'instant où on a les données brutes, on a toutes les lignes de code et qu'il serait plus facilement aisé Ouais, d'accéder au système. Donc, est-ce qu'il y a une volonté de ouais, protéger ça? on n'est pas dans Je le sais pas. domaine militaire, là on est dans le domaine de l'aviation civile. Il y a 230 personnes qui sont considérées comme mortes, disparues et mortes. Je dirais là-dessus, voilà, on raisonne un peu différemment. Il n'y a Ouais. plus véritablement, je pense, de mystère. Surtout qu'en plus la technologie satellitaire d'Inmarsat, c'était les satellites troisième génération, dit F3, et était en plus une vieille technologie qui était d'ores et déjà, même au moment de la disparition de l'avion, qui était dépassée. Donc de dire qu'Inmarsat voulait protéger une technologie, bon, je n'y crois pas trop à ça. Bon, Ah ouais, ce que je pense. Après, comme je dis, je n'ai pas la possibilité de vérifier l'intégrité de ces données, comme tu l'as très bien dit. Donc, à partir Ah de ben là, personne je hein, comprends ton point peut de la vue. vérifier. Je le comprends. Mais personne ne peut la vérifier, Gilles. On n'aura jamais, à moins, voilà, c'est ce que je dis très souvent. Effectivement, on a des tas de gens, et encore maintenant et très récemment, qui à coup de calculs scientifiques, veulent essayer de trouver où est l'avion et tout. Pour moi, un jour, si on apprend véritablement ce qui est arrivé au MH, ça sera plus parce que quelqu'un qui sait au moins partiellement ce qui s'est passé parlera. Mais ce n'est pas par les chiffres et ce n'est pas en revenant dans les équations, en retravaillant les équations, en retravaillant les paramètres qu'on rentre, les valeurs de paramètres qu'on rentre dans ces équations, qu'on va y arriver. Parce que là, on peut tout faire et n'importe quoi et c'est des heures et des heures de calcul avec aucune certitude. C'est simplement un jour parce que peut-être quelqu'un chez Inmarsat, un jour ou l'autre, pour décharger sa conscience ou par ailleurs, ou tout finira par dire une incongruité ou parce que quelqu'un d'autre en Malaisie ou n'importe quoi va lâcher aussi une grosse bourde ou sciemment ou inconsciemment et qu'on permettra, on pourra essayer de détricoter, de savoir un peu mieux ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a eu énormément de calculs qui ont été faits pour parler de l'Independent Group, hein, c'est ceux que tu parles entre autres. Et c'est vrai qu'ils ont fait énormément de calculs et même trop. Il y a parce que forcément, on doit partir de certaines hypothèses, mais il y a des moments où je trouve qu'ils sont allés beaucoup trop loin. Quand tu prends par exemple le dernier ping, ils arrivent à en déterminer que l'avion avait une vitesse de descente d'environ 12 000 pieds par minute. C'est complètement illusoire d'arriver à déterminer ça. On ne sait même pas la trajectoire de l'avion à ce moment-là, on ne sait pas sa route, on ne sait pas sa vitesse. Et à partir de là, ils arrivent quand même à trouver une vitesse de descente. Non, ça n'a C'est impossible. absolument aucun sens. C'est Ça n'a impossible.
ça va Eh trop bien, loin. Alors certes, c'est des matheux, ils vont à fond dans les voilà, chiffres, le mais il faut prendre scénario de conscience fin à de ces chiffres. vol qui a été défendu par les Australiens ne rime à rien. Mm. Et ils le savent, hein. Et il D'ailleurs, y a c'est d'ailleurs pour ça qu'ils continuent à vouloir, parce que le problème, c'est que l'Australie a quand même investi des dizaines et des dizaines de millions de dollars, qu'à un moment, l'opinion publique s'est quand même émue de l'utilisation quand même des fonds publics qui avaient été faits, et que les Australiens continuent à défendre l'indéfendable. Mais on sait très très bien que le scénario de fin de vol qui a été défendu par les Australiens ne rime absolument à rien sur un plan aéronautique. entièrement d'accord. C'est justement un des reproches que je fais aussi à l'Australie, c'est de vouloir considérer qu'il n'y avait personne aux commandes à la fin. Je suis pas du C'est tout pas possible. convaincu. Voilà. Et surtout, Non, c'est c'est pas que la possible. zone considère qu'ils ont cherché, elle part du principe qu'il n'y avait personne aux commandes. Et on n'a rien trouvé. Voilà, Donc, mais il faut peut-être faire de une toute autre façon, hypothèse. voilà, de toute façon, il y aurait eu personne à un moment ou à un autre, de toute façon. Donc, le crash était absolument inévitable, hein, comme on l'a vu dans d'autres accidents. Qui dit crash dit champ de débris, qui dit champ de débris dit absolument impossibilité absolue que personne n'ait rien vu, qu'aucune image satellite n'ait permis de resituer cet endroit, j'irai avec précision. Donc, on en reviendra sur quelque chose dont on a peut-être discuté, parce que je crois que c'est un point sur lequel on est d'accord aussi, Gilles, c'est que de toute façon, l'avion a améri et ne s'est jamais écrasé. Et si l'avion a améri, il y avait forcément un pilote qui était aux commandes. Et puis, deuxièmement, on sait très, très bien aussi qu'il y a cette affaire de disparité de consommation de carburant entre les deux moteurs. Et même si on part du principe, parce qu'effectivement, les données qui sont dans le rapport d'enquête semblent très étonnantes, hein, et donc, même si on peut penser que cette différence d'1,5 tonne entre les consommations des deux moteurs est inexacte et qu'il s'agit plus de 1,5% ou d'une valeur de ce type-là. Mais de toute façon, à un moment, il y avait un besoin de rééquilibrer le carburant qui était d'alimentation de chacun des moteurs et de faire ce qu'on appelle un cross-feed. Et le problème, voilà, il n'y a aucune procédure automatique de cross-feed. Le cross-feed est une manœuvre qui est et par le pilote aux commandes. Donc, le fait qu'il n'y ait eu personne aux commandes, non. S'il n'y avait personne aux commandes, il y aurait eu crash et le problème, l'avion aurait cessé de voler plus tôt parce qu'il y a un des moteurs qui se serait éteint. Et s'il n'y a personne aux commandes quand un moteur s'éteint, on sait que de toute façon, l'assiette va se mettre à piquer et que l'avion va commencer à perdre très fort de l'altitude. Et puis, je dirais, après, bon, même si on a une correction de trajectoire, on n'évitera pas que l'avion va perdre de l'altitude puisque la puissance, je dirais, sera divisée par 2. Et donc, effectivement, ben, la vitesse, l'avion ne pourra pas maintenir sa vitesse. L'avion ne pourrait maintenir sa vitesse que là aussi, s'il y avait quelqu'un qui était aux commandes. Et d'ailleurs, ce quelqu'un aux commandes aurait choisi de descendre en altitude et de stabiliser l'avion à une moindre altitude, comme on fait quand un avion ne peut tourner que sur un des réacteurs, quand un biréacteur ne peut tourner que sur un de ses réacteurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi que je reproche aux Australiens, notamment sur l'analyse des débris, où ils considèrent que pour eux, c'est un impact à grande vitesse. On va en parler justement quand on va parler de l'amérissage. Pour moi, je ne dis pas que c'est une certitude, je pense que c'est une piste qu'on ne peut pas écarter. Et quand on regarde certains débris, ouais, quand on regarde certains débris, et pour moi, le débris essentiel là-dedans, c'est le flaperon que la France a récupéré. Et quand on regarde le flaperon, la partie arrière qui est arrachée, ce n'est pas du tout cohérent avec un impact à grande vitesse. Et ça, là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord avec les autorités australiennes et malaisiennes, mais c'est surtout les Australiens qui ont fait les analyses de pièces et eux, ils en arrivent à un impact à grande vitesse. Sauf que c'est totalement incohérent. Je n'ai pas encore fait de vidéo, justement, c'est prévu que je fasse une vidéo sur cette partie-là, où je vais aborder plus en détail l'analyse du flaperon. Il y a d'autres pistes également qui ont été émises. C'était un quêteur canadien qui était justement l'équivalent du BEA français, mais au Canada, Larry Vance, qui a été un peu décrié sur pas mal de points. Mais sur certaines choses, son livre est remarquable. Ouais, sur l'analyse du flaperon, il y a des choses très intéressantes. Je l'ai lu 2 fois et il est tout à fait remarquable. Moi, je ne peux effectivement qu'approuver l'analyse qui a été faite par Larry Vance et qui a été un des premiers à y voir clair. Enfin, il y voit clair tout simplement en disant on se fout de nous, cet avion a améri. Et il est clair que cet avion, j'irai à améri. Et encore une fois, le problème, les gens ne s'imaginent pas, j'ai mis dans mon avion, même si ce n'est pas des images qui sont très réjouissantes, mais des images de sites de crash.
voilà, le problème, c'est que si l'avion, effectivement, s'était crashé sur l'océan, ce n'est pas un flaperon qu'on aurait retrouvé, c'était parce que globalement, qu'est-ce qu'on a retrouvé? C'est une vingtaine de pièces, je dirais, au terme d'une durée de 2 ans qui se sont échouées sur différentes côtes du continent africain. Enfin, du continent et des îles, je dirais, du continent africain. Non, ça ne correspond pas à un scénario de crash. Il y a eu un scénario de crash. Et puis le type des pièces, c'est-à-dire que vous n'avez aucune pièce à part un tout petit morceau qu'on a dit que c'était un morceau, un fragment de l'intérieur de la cabine, mais qui s'est ramolli, qui était un tout petit fragment et qui a très bien pu, je dirais, s'échapper de l'intérieur. Mais on n'a retrouvé aucun siège, aucune valise, aucun objet flottant, alors qu'on sait qu'il y a les gilets de sauvetage aussi qui sont intégrés et tout. Il y a un tas de choses qui auraient dû remonter à la surface ou qui auraient dû rester ou remonter à la surface. On n'a rien retrouvé de tout ça. Et ça, c'est carrément, je dirais, inimaginable. Et ça, c'est vrai que jusqu'à encore aujourd'hui, les autorités australiennes refusent de changer de point de vue là-dessus. Ils ont commencé sur certains rapports à la fin à dire à demi-mot qu'ils commençaient un petit peu à poser des questions là-dessus, mais ils n'ont jamais changé leur point de vue. C'est clair. Non. Et puis, voilà, il y a même des journalistes australiens qui ne partageaient pas ce point de vue, qui étaient plutôt proches d'une autre, et je dirais sur lequel même on a exercé des menaces pour essayer de les faire taire, parce que visiblement, le problème qui gênait les Australiens. Alors, bon, moi, je vais un peu plus loin, parce que je pense qu'il y a une connivence de toute façon entre les Anglais, les Australiens, les Américains. Elle ne date pas d'hier, elle est historique, et elle a encore joué dans ce drame. Mais le problème, là, les Australiens, je dirais, nient des évidences, et c'est très gênant, mais ils nient des évidences, encore une fois, parce qu'il y a eu effectivement, de mémoire, je crois, 120 millions quand même de dollars australiens, de deniers publics qui ont été investis dans des recherches qui n'ont servi strictement à rien. Et qu'à un moment, c'est sûr qu'ils ont laissé de l'argent. ça a eu. Après, c'est vrai que moi, je considère que la ce qu'il zone faut du voir crash… aussi, Oui, ce qui était très rigolo, Gilles, d'ailleurs, ce que peu de gens ont relevé aussi, c'est que les Chinois qui, je dirais, avaient été de très très loin, qui avaient le plus gros contingent de leur nationalité à bord de l'avion, ont toujours refusé de financer les recherches. Et quand ils ont finalement accepté, ils les ont, je crois que c'était 5 à 10%, mais en plus, il a fallu leur arracher. Et d'ailleurs, une partie de ces 5 à 10% était sous forme de prestations en nature. Ils ont envoyé des bateaux gérés en Australie qui ont pu se passer de temps à faire de l'espionnage industriel et en Australie qu'à rechercher véritablement la carcasse d'avion. Puis je crois que le bateau, il n'a jamais quitté le port et il est resté dans le port de Perse à essayer de faire des relevés, des installations qui pouvaient les… Voilà. Et le fait que les Chinois, ça montre que pour moi… savent ce qui s'est passé et qui savaient très très bien que c'était une ineptie d'aller dépenser du pognon pour rechercher l'avion dans cette région parce qu'ils savaient qu'il n'y avait aucune chance de le retrouver. C'est vrai que c'est un point qui est étonnant aussi, que j'avais remarqué dans des rapports. On avait les parts de chaque pays dans le financement des recherches. Et quand on regarde la part de la Chine, ça veut dire, c'est pas un secret, c'est écrit. La part de la Chine par rapport au nombre de personnes qu'il y a à bord, elle me paraît étonnamment faible. Voilà. Pourtant, je suis pas du tout, tu me connais, je suis pas du tout dans ce genre de scénario, mais c'est vrai que ça interpelle ce genre de détails. Oui, non, mais c'est sûr. Je pense que les Chinois, encore une fois, ont compris très vite ce qui s'était passé. Je pense qu'ils n'étaient absolument pas au courant, mais qu'ils ont compris très vite ce qui s'était passé. On en reviendra peut-être un peu là-dessus à la fin sur les explications possibles, puisque là encore, on n'a aucune preuve. Et que de ce fait, voilà, ayant compris ce qui s'était passé, bon, ils savaient très bien que c'était une vue de l'esprit, que je dirais, ça ne rimait à rien d'aller dépenser de l'argent pour aller rechercher un avion dans un endroit où il n'avait aucune chance d'être. Et deuxièmement aussi, il y a eu aussi ce lapsus qui a beaucoup été ramené, que tu as dû voir, Gilles, d'un dirigeant chinois qui un jour, dans un moment d'exaspération, leur a dit, de toute façon, a dit à ses ressortissants, de toute façon, c'est trop compliqué, vous ne pouvez pas comprendre. Je pense effectivement que les très bien. Florence de Changy le dit très bien, elle insiste bien là-dessus. Après, c'est vrai que les données satellites, c'est complexe. C'est vrai que c'est très, très difficile. Pour moi, je considère que c'est… Oui, mais encore une fois, les horaires sont exacts et voilà. Après, moi, ces données satellites, j'y crois aussi. Et les horaires, c'est vrai. Et la personne qui a découvert ça, elle l'a découvert de bonne foi. Elle a tout de suite porté, j'irai, à la connaissance de ses autorités. Et là-dessus, je crois à la spontanéité.
Hein. C'est comme, je crois, la spontanéité des témoignages aussi des Maldives, sur lesquels on reviendra peut-être, parce que voilà, il y avait une spontanéité et il n'y avait il y avait pas de calcul, il n'y avait pas à cette époque-là de raison de mentir, il n'y avait pas de raison de cacher quoi que ce soit. Et c'est après que, je dirais, les choses se sont beaucoup embrumées. D'accord, bah justement, on va enchaîner là-dessus. Alors pour toi, il est où cet avion? Pour moi, il est dans la partie centrale de l'océan Indien, à une distance raisonnable des Maldives. J'ai bien distance raisonnable, c'est-à-dire on ne parle pas d'une distance qui est accessible par bateau de pêche ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire du côtier, mais à une distance raisonnable des Maldives, c'est-à-dire qu'on parle, je dirais, en centaines de miles, quoi. Ce que je pense effectivement, c'est que pour une raison sur laquelle on ne possède absolument aucune preuve, et c'est pour ça qu'elle laisse place à diverses interprétations, mais que ce vol a été, je dirais, détourné. Je pense aussi que l'avion a dû faire une escale, parce que on a beaucoup échangé là-dessus, Gilles. Encore une fois, il y a une erreur d'interprétation des gens qui disent que le vol s'est terminé à 0h19. C'est absolument faux. Il n'y a rien dans le rapport qui dit que le vol s'est terminé à 0h19. Il dit simplement que le dernier échange de ping a lieu à 0h19 et à 1h15, c'est-à-dire en gros une heure plus tard, quand le système a voulu reprendre contact et savoir si le système embarqué à bord de l'avion était toujours en état de fonctionnement, il n'a pas eu de réponse. Donc ça veut dire effectivement, quand on est cartésien et qu'on ne va pas chercher n'importe quoi, ça veut dire que l'avion a terminé son vol à un moment donné entre 0h19 et 1h15. Je pars toujours bien sûr en temps UTC. Entièrement Et d'accord. pas forcément à 0. Et s'il a volé au-delà de 0h19, déjà pour moi, d'après mes calculs que j'ai étayés, je sais qu'on a une petite différence là-dessus de quelques minutes, mais voilà, je pense que l'avion n'aurait pas pu voler déjà jusqu'à 0h19 sans faire escale. Il lui manquait une quinzaine de minutes, compte tenu des schémas de consommation que j'ai retravaillés. Et je pense que s'il a volé au-delà de 0h19, et je pense qu'il a volé au-delà de 0h19, mais qu'il est plus la fin de vol, je situe plutôt la fin de vol entre 0h35 et 0h45, c'était rigoureusement impossible. Donc voilà, pour moi, l'avion effectivement a fait une escale, et le seul endroit au monde où un avion pouvait faire escale sans être repéré, c'était bien entendu Diego Garcia, qui n'était pas d'ailleurs très loin, qui est situé à un millier de kilomètres au sud des Maldives. Et cet avion a fait une escale à Diego Garcia, qui est une base militaire hyper secrète des États-Unis, duquel aucun élément, rien ne ressort, hein, puisqu'on est effectivement dans une base effectivement largement tenue par le secret, où même selon d'autres personnes se déroulent des opérations inavouables. Moi, je ne vais pas jusque-là, mais il est sûr effectivement que si à un moment, ce n'est pas comme si un avion avait fait une escale sur un aéroport international, on parle d'un aéroport militaire, d'une base stratégique des États-Unis, et qu'effectivement que l'avion pouvait y atterrir, je dirais, en toute discrétion. Oui, donc comme tu l'as dit, hein, c'est vrai que je suis entièrement d'accord sur le fait que 0h19, ce n'est pas l'heure du crash de l'avion, que l'avion il a continué à voler. Ça, on est entièrement d'accord. Cet avion, pour moi, il a continué à voler au-delà, et certainement qu'il a continué à planer. Combien de temps? Ben, ça, on ne peut pas le dire. Donc, comme tu dis, il y a un Alors, laps de temps moi, d'une heure parce qu'on est obligé d'attendre la prochaine interrogation du satellite. Mais à quel moment est-ce qu'il a volé 5 minutes? Est-ce qu'il a volé 1 minute? Est-ce qu'il a volé 30 minutes au-delà de cette heure? On ne peut pas le dire. Ça, oui. pour être Alors, honnête, oui, oui, les oui, gens qui tout à nous fait. regardent, c'est vrai qu'on Tout ne à peut pas fait. le dire. Alors, sauf que sur le scénario du temps où il aurait pu planer, voilà, bon, pour moi, un avion comme ça, c'est pas un planeur, c'est pas un avion léger. On ne fait pas planer ça. Alors, surtout, en plus, si on part du principe, effectivement, qu'il n'est pas piloté. Si on part du principe qu'il est piloté, effectivement, un bon pilote, je dirais, même en cas de rupture de carburant, va pouvoir, effectivement, continuer à essayer de contrôler l'avion jusqu'à éventuellement pouvoir le poser quelque part, mais le rayon effectivement dont il dispose est extrêmement limité. Mais voilà, sans pilote en plus, c'est absolument inimaginable. C'est-à-dire que l'avion, je dirais, serait tombé comme un fer à repasser, et je dirais, il aurait pas du tout plané. Ah, ben, c'est ce Parce que que pour dit selon le planer, je rapport. dirais, Hein. il C'est faut ce que dit quelqu'un le en rapport commun. de Boeing, justement, ou enfin des Australiens, où ils ont analysé en simulateur avec Boeing comment l'avion se comporterait si personne n'était aux commandes. Et l'avion, à ce moment-là, il tombe en spirale.
Voilà. bien Et sûr. donc, ils restent dans une certaine distance par rapport au dernier signal Inmarsat reçu. Et c'est là-dessus qu'ils ont basé leur recherche le long du 7e arc. Et selon moi, c'est là qu'ils font une erreur. C'est que Ouais. l'avion a été piloté, donc il n'a pas suivi du tout ce genre de trajectoire. Et la preuve, c'est qu'ils n'ont rien Alors, trouvé. Voilà. voilà. Autre chose aussi pour lesquelles, voilà, c'est que je pense que, comme je crois aussi dur comme fer au scénario de l'amérissage, de par les débris que l'on a pu retrouver et la typologie, les caractéristiques des débris qui ont été retrouvés. Donc pour moi, l'amérissage ne fait pas de doute. Et puis encore une fois, s'il n'y avait pas eu amérissage, on aurait localisé cet avion. C'est absolument impossible qu'on ne l'ait pas localisé. On l'aurait localisé, on aurait eu des images satellites très claires, j'irais à un moment donné, des lieux du crash, mais On est je ne très loin crois des côtes. absolument pas. Comment? Sauf si on est très loin des côtes. Dans le cas présent, c'est vrai qu'on est très loin des côtes. Et c'est vrai que Oh, mais quand c'est même, impressionnant. On on a considère maintenant, on a qu'effectivement, tellement, quand on regarde le nombre de satellites qui gravitent autour de notre pauvre Terre, je dirais, c'est difficilement imaginable de penser qu'on on l'ait pas situé. Et encore une fois aussi, on aurait retrouvé d'autres types de débris. On se demande effectivement pourquoi, voilà, pourquoi on n'a pas un siège, je dirais, des gilets de sauvetage et tout qui soient retrouvés au même endroit. Et donc, voilà, comme je crois, moi, à cette théorie de l'amérissage, voilà, je ne crois absolument pas à la théorie de l'avion qui ait terminé sa course non pilotée. Et là, effectivement, même si on est sur des très faibles valeurs de carburant, il est imaginable, s'il y a un pilote à bord de l'avion, de pouvoir effectivement amérir en douceur, mais on ne peut amérir en douceur que si la surface de l'eau aussi le permet. Donc, moi, je ne suis pas un océanographe, je ne suis pas un spécialiste, mais tout ce que je pense savoir, c'est que quand même, quand on parle de 35 degrés de latitude sud, la surface de la mer est quand même légèrement différente de ce qu'elle doit être aux Maldives à la même époque. Et que s'il y avait un amérissage à faire qui laisse extrêmement peu de traces à la surface, c'était très certainement beaucoup plus facile de le faire dans un endroit comme les Maldives que de le faire en plein milieu de l'océan, qui entre le 35e et le 40e commence quand même, bon, parce que du moment où on a de la houle, on a des vagues, le problème, effectivement, les moteurs vont heurter cette houle, la pointe des ailes aussi, et l'avion va avoir tendance à se désintégrer, même s'il y a un pilote à bord de l'avion. L'avion, à mon avis, les dégâts physiques extérieurs auraient été beaucoup plus gros et on aurait retrouvé certainement plus de pièces. Tandis que là, l'amérissage qui a été effectué, et pour moi, dans la région, dans la partie centrale de l'océan Indien, à peu près non loin des Maldives, a pu se faire dans des bonnes conditions de mer, et c'est la raison pour laquelle on explique qu'on ait retrouvé si peu de pièces. D'accord. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai qu'on partage aussi cette piste privilégiée d'un avion piloté à la fin. Et aussi, c'est ce qui paraît un peu incohérent dans le discours officiel, c'est d'avoir un avion où on a tous les éléments d'un détournement dès le départ, et à la fin, on n'aurait personne aux commandes. Ça ne colle Oui, pas. oui. Si quelqu'un détourne l'avion, c'est pour garder le contrôle Étonnant. jusqu'au bout. C'est ce qui paraît très Bien logique. sûr. Voilà. Donc, ce qui m'amène à voir, c'est donc pourquoi cet avion, selon toi, aurait été détourné, amené à Diego Garcia. Quelles sont tes pistes par rapport à ça? Voilà. Alors, ce que je tiens à préciser, Gilles, c'est d'abord qu'on n'a absolument aucune preuve. Et là, autant effectivement, je m'accorde un minimum de compétences dans le domaine aéronautique parce que j'ai fait des études pour ça et que je sais à peu près de quoi je parle quand on parle d'avion. Autant effectivement, je ne suis pas policier, je ne dispose pas d'informations privilégiées et que bien sûr, quand on attaque le problème des causes, on est dans le domaine de la conjecture et de l'hypothèse. Mais on n'est pas dans celui de la certitude et on ne le sera jamais, à moins, comme je disais auparavant, que quelqu'un ne parle un jour. J'apprécie ta prudence sur tout ça aussi. Comment? J'apprécie ta prudence aussi sur tout ça. C'est vrai que Voilà. quand on n'est Alors, pas sûr, c'est pas évident. déjà, ce qu'on peut dire, Gilles, la première chose, c'est que je me suis dirigé vers cette opération parce que j'ai eu beaucoup de mal à croire au suicide. Tout simplement parce que le scénario n'est pas compatible, je dirais. Alors, on peut imaginer que quelqu'un un jour se suicide différemment des autres personnes, mais effectivement, la manière dont les gens réagissent quand ils se suicident n'est pas compatible avec la minutie, avec la précision dans le temps
parce que il semble que le jour de cette disparition a été quand même programmé aussi avec soin, l'opération a été préparée avec minutie. En général, dans un suicide, c'est plus effectivement un moment de désespoir qui va dicter un geste funeste et pas, c'est peu compatible avec l'état de préméditation et l'état de préparation de cette opération. Donc, quand on part, bon, en plus, la deuxième chose qui m'a toujours fait douter, c'est le secret qui a entouré cette opération. C'est que visiblement, beaucoup de gens ont des choses à cacher et des choses très sérieuses à cacher et se sont enferrés dans le mensonge. Et je me suis toujours dit, si en fait on ne parlait que du suicide du pilote, même si ce suicide était un petit peu plus élaboré que d'autres scénarios, je ne vois pas pourquoi le monde entier se serait mis à mentir et à cacher des informations si tout ce qu'on avait à dissimuler, c'était le suicide d'un pilote, parce que dans bien d'autres cas, le pilote s'est suicidé et tout a été dévoilé aux médias dès le lendemain. Donc, ça, c'est une première chose. Après, les raisons, si on part du principe que ce n'est pas un suicide, mais que c'est une opération qui a été commanditée, bien sûr, on peut se dire deux choses. On peut se dire que l'avion a été détourné soit parce qu'il transportait quelque chose dans ses soutes que les Américains ne voulaient pas qui arrive en Chine, soit parce qu'à bord, il y avait des gens qui, je dirais, auraient pu effectivement se livrer à des activités en Chine qui ne plaisaient pas aux Américains. L'histoire de la marchandise, et j'ai lu effectivement beaucoup de choses là-dessus, je suis comme toi, je suis un peu sceptique parce que je me dis si il s'avérait simplement nécessaire d'éviter qu'une marchandise atteigne la Chine, je pense effectivement qu'il y avait peut-être des moyens plus simples d'arrêter cette marchandise avant qu'elle soit embarquée à bord de l'avion. Il me semble effectivement que ça, c'était du ressort des Américains, voilà, mais que bon. Et c'est pour ça effectivement que je suis plutôt parti, moi, mais encore une fois, on est dans le domaine de l'hypothèse, mais l'hypothèse que j'ai privilégiée était plutôt celle des personnes à bord et notamment des passagers de la société Friskel. Pourquoi ? La première chose, on a quand même affaire à une société qui est américaine d'origine, même si elle a une implantation à Kuala Lumpur, enfin dans la région de Kuala Lumpur et en Chine, à Tianjin. Donc, on a une société quand même qui est américaine et qui travaille quand même depuis quelques années sur des programmes militaires avec l'US Défense, hein, le département de la défense aux États-Unis. Parce que aussi, voilà, pour tout industriel, et là c'est mon côté industriel et plus aéronautique qui joue, les gens ne sont absolument pas conscients aujourd'hui des choses qui se jouent sur un plan industriel entre la Chine et les États-Unis, où on a une lutte pour l'hégémonie qui est absolument terrible et qui a commencé un petit peu même avant la disparition du vol. C'est-à-dire que aujourd'hui, les États-Unis se sont rendus compte que trop de technologies avaient été cédées à la Chine, qui risquait un jour d'en faire, parce que on n'a pas quand même, la Chine n'est pas la plus grande démocratie du monde, qui risquait d'en faire un jour une utilisation militaire, qui se retourne contre les États-Unis, et qu'à un moment ou un autre, on a été beaucoup plus scrupuleux. Moi, j'irai dans mes bibliothèques ça de dossiers qui émanent des départements des États-Unis en disant attention les gars à ce qu'on transfère en Chine et surtout dans tout ce qui est dans le domaine des microprocesseurs et tout ce qui est dans le domaine des systèmes embarqués qui sont utilisables à des fins militaires. Et là, effectivement, c'est pour ça que j'ai toujours pensé en disant on avait affaire peut-être à un transfert de technologie à un moment d'une usine de l'usine de Malaisie en Chine, et qu'à un moment ou un autre, quand les Américains en ont été informés, parce que Friskel était quand même une entreprise privée qui avait pris cette décision de faire son transfert, qu'ils ont voulu éviter à tout prix et d'une manière malheureusement fort dramatique. Voilà. Donc, ça a été mon hypothèse à cause de tous ces éléments. Mais encore une fois, Gilles, ça n'est qu'une hypothèse. Tout à fait. Et par contre,
le retour, beaucoup de gens aussi se sont dit, si c'était par exemple des passagers et tout, c'était une histoire de passagers, pourquoi l'avion serait retourné à Diego Garcia? On comprend qu'il serait retourné à Diego Garcia si on voulait prendre des marchandises qui étaient à l'intérieur et bon, les ressaisir. Hein. Il y a des tas de choses, des histoires de drones, des histoires qui ont été évoquées. Oui. C'est vrai. Bon, on se demande effectivement si c'était simplement des questions de passagers. Pourquoi? Alors après, on peut se dire, les gens voulaient retrouver du matériel. Il y avait peut-être du matériel qu'on ne voulait pas qu'il se perde. Mais je pense aussi que globalement, les Américains ne sont pas débiles. Je pense aussi que de toute façon, l'étape avec Diego Garcia, elle avait certainement aussi la volonté d'effacer le contenu des boîtes noires. C'est-à-dire que les deux boîtes noires, tu connais ça aussi bien que moi, Gilles, tu sais qu'il y a la boîte noire des conversations, on n'en parle pas puisque celle-là, elle s'écrase régulièrement et que de toute façon, les données de début de vol, et notamment intéressantes à l'époque, au moment du détournement pour savoir si le copie, comment il avait été évacué, éjecté de la cabine et tout, bon, toutes ces données n'auraient pu être de toute façon disponibles puisqu'elles auraient été écrasées depuis longtemps. Par contre, les données de paramètres de vol, elles ne s'effacent pas et on ne peut pas les effacer comme ça. Voilà. Et ce que je pense effectivement, c'est que les Américains, qui sont des gens prudents, de toute façon, ils auraient voulu que l'avion repasse par Diego Garcia pour pouvoir effectivement désamorcer ces boîtes noires, effacer leur contenu et surtout faire en sorte effectivement que plus aucune information les débrancher, parce qu'il n'y a pas de moyen de débrancher, je dirais, les boîtes noires par le cockpit et qu'à un moment ou à un autre, c'est ce qui pourrait expliquer le fait que l'avion soit repassé par Diego Garcia en disant on veut effacer, parce que si un jour, par le plus grand des hasards, cette carcasse est retrouvée, si un jour on arrivait à faire reparler les boîtes noires, de pouvoir effacer toute donnée et de dire, les gars, il n'y a rien qui prouve qu'on y est pour quelque chose là-dedans, donc fichez-nous la paix. Encore une fois, interprétation François Reynaud. C'est vrai que moi je suis beaucoup plus prudent par rapport à ce qu'on en tire. Moi, je suis plus sur l'idée du suicide sans pour autant avoir de preuves. Mais pour moi, la conviction que j'ai, voilà. La conviction que j'ai, c'est que, et on la partage, on a un acte volontaire. Voilà, le suicide, j'ai beaucoup de mal à comprendre, encore une fois, parce qu'il faut essayer de se remettre, bon, même si j'ai jamais eu de tempérament suicidaire et d'intention suicidaire, mais bon, on a suffisamment lu autour de ça. Bon, c'est encore une fois, ça a été prémédité, ça a été préparé avec minutie. Ce n'est pas du tout les scénarios qui sont typiques des gens qui veulent se suicider. Bon, en plus, les gars, ils se suicident, ils n'ont plus rien à foutre. Qu'on aille m'expliquer que c'est pour pas mettre, j'irai, parce qu'en Malaisie, l'idée de la famille est importante et pas mettre sa famille en danger et tout. Ça n'aurait pas mis sa famille en danger pour autant. Je dirais, les gens, effectivement, la famille de Lubitz, de Germanwings, on n'a pas mis sa mère et son père en prison parce que leur fils a écrabouillé 150 gamins sur les collines de Barcelonnette. Donc, j'ai du mal à croire à ça. Après, moi, je n'ai pas d'éléments, je n'ai pas de mobile par rapport à ça. Le seul enseignement que j'ai, c'est qu'on a quelqu'un qui est à l'intérieur de l'avion, qui connaît très bien l'avion. Donc, forcément, les soupçons se tournent vers forcément un des pilotes. Voilà. Maintenant, arriver à prouver lequel des deux, bon, moi, je pense qu'on a plus d'éléments sur le commandant de bord, mais là encore, on n'a pas ce mobile. Et c'est vrai que c'est ce qui pose problème dans cette affaire, c'est que comme on n'a pas tout, il n'y a aucune théorie qui permet, on va dire, d'expliquer tout. Voilà. Le suicide, il ne convainc pas tout le monde. Le scénario de l'avion abattu, il ne convient pas tout le monde et il ne tient pas d'un point de vue technique sur certaines choses. Ça, je n'y crois pas du tout, l'avion abattu. Hein. Voilà. Donc, c'est très difficile d'arriver à retracer. Il nous manque tellement de pièces du puzzle dans cette affaire que c'est très difficile. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir d'autres pistes. Tu vois, et j'aime bien la mais encore une fois, voilà, autant j'irai jusqu'à un certain point, on reste dans le domaine de l'aéronautique, y compris voilà, sur les scénarios de fin de vol et tout, et là, j'ai des quasi-certitudes parce qu'on s'appuie sur des éléments techniques et des impossibilités techniques, c'est ce qu'on expliquait. Autant quand on est dans le domaine des mobiles, on est dans le domaine de la conjecture et de l'hypothèse. Il faut être modeste parce qu'on n'a vraiment aucun élément factuel qui permet de dire c'est cette hypothèse plutôt que telle autre. Voilà. Après, on a simplement son intelligence
intelligence qu'on fait fonctionner et de se dire, voilà, de se dire la marchandise, a priori, ils avaient peut-être d'autres moyens sans tuer 230 personnes de la récupérer. Donc, qu'est-ce qui reste à part ça? Et puis, on suit, et puis on est par contre, c'est vrai, je disais, sur les rapports, on sait que le contexte sino-américain en matière d'hégémonie technologique peut donner lieu à des choses. Surtout, on est dans le domaine, quand on parle d'hégémonie stratégique, on est dans le domaine de l'hystérie. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine d'abord de la CIA, ça c'est une évidence, c'est la CIA qui va gérer ça pour le compte du président des États-Unis. Ce sont les agences qui interviennent directement et on est dans le domaine de la folie furieuse parce qu'on sait effectivement que quand on touche à ce genre de choses chez les Américains, on peut s'attendre à des grosses catastrophes et on peut s'attendre à ce que les solutions que on emprunte pour ça soient malheureusement un peu lourdes dans leur bilan en vie humaine. On l'a vécu, dans d'autres scénarios catastrophes avec les États-Unis. Et avec les Russes aussi, à l'époque. Quand, on se rappelle le Boeing 747 sud-coréen, pareil aussi, on l'accusait de prendre des photos au-dessus des bases stratégiques soviétiques, ni une ni deux. On a envoyé les MiG, ils ont descendu l'avion et puis terminé. Et d'ailleurs, tout le monde a su très très vite que c'était les MiG russes qui avaient descendu l'avion et tout le monde a su très très vite que les Russes ont dit bah ouais, on l'a descendu, on a fait des sommations, il n'a pas oublié nos sommations, il était en train de prendre des photos de nos installations stratégiques. On s'est posé pas de questions. Les 300, parce que là je crois qu'il y avait 340 ou 320 ou 340 personnes à bord, elles ont compté pour zéro, pour zéro. Il n'y a eu aucun, voilà. À aucun moment on s'est dit on va quand même pas faire 340 victimes innocentes, rien à foutre. Bon. C'était une époque, ouais. Pour ça, autant tu vois sur le scénario, ce que j'aime bien dans ton scénario, c'est que je peux ne pas être d'accord avec certains points de vue parce qu'on est, comme tu l'as dit, sur des conjonctures. Autant je peux être très critique envers d'autres travaux, comme on l'a vu avec Florence de Changy, je suis très critique sur ce qu'elle peut dire parce qu'il y a beaucoup de choses qui, du point de vue technique, ne tiennent pas. La différence que je vois avec toi, c'est que tu as quand même des aspects techniques qui sont intéressants. Après, sur les pistes, on diverge. Moi, je reste aussi sur mon idée. Mais je peux voir que l'on ait des différences de scénario par rapport à certaines choses parce qu'on n'a pas de preuve de certains éléments. Voilà. Voilà. Et dans le bouquin de Florence que j'ai lu avec attention, parce que j'ai lu aussi tout ce qui avait pu s'écrire là-dessus, voilà, ce qui est extrêmement gênant, c'est qu'il n'y a aucune explication technique de tout et beaucoup de choses sont basées sur des rumeurs Internet qui sont infondées et tout. Et puis, j'irais avec un complot là qui est planétaire, puisqu'elle va même jusqu'à remettre en cause, le rôle de la France dans tout ça et notamment dans sa stratégie d'études, d'analyse des débris qui ont été retrouvés, jusqu'à subodorer qu'on aurait pu prendre des débris du crash du MH17 pour aller mettre dans l'océan et le retrouver et faire croire que c'était du MH. Donc tout ça, ce que j'ai essayé d'ailleurs dans une note que je t'avais envoyée, où j'ai démontré que c'est d'ailleurs au niveau des dates, c'était absolument pas possible, même si on avait voulu, on avait été assez, bon. Et puis notamment tous les... La piste de la plateforme pétrolière qui était voilà, les témoignages et du gars de la plateforme pétrolière, qui semblait être un asticot quand même un petit peu, une personnalité un peu quand même un peu bizarre. Et puis celui aussi à mourir de rire là de celui qui a vu sur une chaîne vietnamienne ou non à Bangkok, il était en Thaïlande, il est venu sur une chaîne vietnamienne, des bateaux de pêche à les récupérer, des morceaux de l'avion, voilà, et tout faire disparaître, tout ça, voilà. C'est quand même un peu trop pour quelqu'un, qui lui-même effectivement a une formation aéronautique à piloter, ça va quand même un peu loin, quoi. On aurait vu ça au cinéma, on aurait dit quand même le scénariste, il aurait pu essayer de faire plus vrai, quoi. Justement, je te renvoie, j'ai justement fait une vidéo il y a à peine une semaine dessus parce que j'ai pu m'entretenir un peu avec cette personne sur Internet. Voilà, j'ai pu me faire un peu une idée sur la personne et puis le témoignage, il y a beaucoup de choses qui ne collent pas, hein, c'est clair. Hein.
suis très dubitatif sur ce témoignage et sur la véracité de Florence de Changy là-dessus. La distance n'est absolument pas possible. Rien que la distance, quand tu situes effectivement la plateforme de Bertourlière avec l'endroit où c'est absolument pas possible. Je dirais, voilà, c'est comme si tu me maintenais qu'en montant sur la Tour Eiffel à Paris, tu pourrais voir un avion qui se crache à Perpignan. Bon, je vois que tu portes des lunettes. En plus, c'est peut-être pas la meilleure personne. C'est pour ça. Mais même avec un télescope, tu ne serais pas arrivé. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, ça nous a fait un bon petit échange. Voilà. C'était intéressant. Ça faisait un moment que je voulais le faire. Je suis vraiment content de l'avoir fait, de pouvoir discuter de tout ça. C'était hyper intéressant. Je pense que ça intéressera du monde. Bon. Et puis, j'espère. Vous l'avez là, le livre disponible. N'hésitez pas à vous faire votre propre idée. C'est vrai que c'est bien de critiquer, mais quand on critique, c'est bien de lire les livres avant. Voilà. Parce qu'on me dit que je critique beaucoup Florence de Changy, mais j'ai lu son livre avant. Voilà. Et comme tu le disais, Gilles, de voir quand même que on est quand même un certain nombre de personnes sur Terre à avoir quand même étudié extrêmement sérieusement et que tout ce qu'on dit, même si on le dit de manière rapide et voilà, ça sort pas quand même d'un chapeau et c'est pas, des inventions ou des rêves qu'on a fait ou des songes que l'on a fait à moitié éveillés. Non, c'est des heures et des heures de travail. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ait forcément raison, mais ça veut dire quand même que les opinions qu'on formule, elles sont fondées. Ouais, et puis, c'est comme tu l'as dit, il y a du boulot, et puis il y a un travail, et ça, c'est un peu ce que je reproche dans cette affaire. C'est une affaire qui est très passionnelle, et ça manque d'investigation sérieuse et de rationnel, et surtout d'éléments techniques. Quand on me dit on balaye les informations radar sous le principe que ça n'a jamais existé, non, au bout d'un moment, il faut les regarder de manière factuelle et se dire, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça se tient? Est-ce que le discours, il se tient? Et ça, ce regard-là, on ne l'a pas beaucoup dans cette affaire. Et c'est très difficile d'entendre parfois nos voix sur ces aspects techniques parce qu'on nous les balaye en disant, ben non, de toute façon, les aspects techniques, ils reposent sur des éléments qui sont faux. C'est difficile de convaincre. Voilà. Et ça, c'est l'aspect industriel. Bon, moi, voilà, j'ai 35 ans d'industrie. À côté de ça, dans l'industrie, on ne fait pas de bon, on n'est pas des rêveurs, parce que quand tu rêves un petit peu trop dans l'industrie, les faits te ramènent vite aux réalités. Et voilà. Et c'est pour ça que j'ai essayé de tout questionner et de bien séparer les choses véritablement sur lesquelles on a des éléments pour réfléchir, des choses sur lesquelles on est dans le simple domaine de la conjecture et de l'hypothèse. Voilà. Ok, écoute, en tout cas, voilà, je te remercie beaucoup d'avoir pris de ton temps. Merci beaucoup aussi. D'avoir fait de la pub, allez lire. Voilà, faites-vous votre propre idée là-dessus, au lieu d'entendre ce que vous entendez dans les médias. Faites-vous votre propre idée, lisez les livres, tous les livres, que ce soit le tien, que ce soit le mien, que ce soit Florence de Changy, que ce soit d'autres. Faites-vous votre propre idée et après, vous aurez tous les éléments et vous faites ce que vous voulez, vous en pensez ce que vous voulez et vous faites votre propre analyse. Merci encore. Très bien, Gilles, merci beaucoup. C'était un plaisir. À très bientôt. À bientôt. À très bientôt, c'était un plaisir aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.